Mes parents m'ont coupé les vivres pendant la période la plus difficile de ma vie, mais lorsque leur fils préféré a été arrêté, ils sont venus me supplier de l'aide. Ce que je leur ai répondu les a laissés sans voix. Maintenant, vous avez besoin de moi. Je m'appelle Nathalie Reynolds et à 32 ans, je n'aurais jamais pensé me retrouver à sourire en apprenant que mon jeune frère Aaron avait été arrêté. L'enfant prodige, le préféré, celui pour qui mes parents avaient hypothéqué leur âme pour le protéger, tandis qu'ils m'avaient laissé me noyer pendant mon divorce et mon effondrement financier à peine 2 ans plus tôt. Le téléphone a sonné à 2 heures du matin. Maman sanglotait. Papa criait en arrière-plan. Ils avaient besoin de mon expertise juridique, de mon argent, de mon aide. Après une vie passée à être le second choix, la roue avait enfin tourné. Avant de vous raconter comment j'ai répondu à l'appel désespéré de mes parents, prenez une seconde pour vous abonner et commenter d'où vous regardez. Croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite a changé à jamais toute la dynamique de notre famille. En grandissant dans la banlieue de Boston, nous étions la famille américaine de cartes postales, du moins de l'extérieur. Mon père, William, travaillait comme administrateur d'hôpital et ma mère, Catherine, enseignait en 3e année à l'école primaire locale. Nous vivions dans une belle maison de style colonial avec un immense jardin, passions nos vacances d'été à Cap Cod et allions à l'église tous les dimanches. Mes albums photos d'enfance montrent une petite fille souriante avec des couettes et un grand sourire édenté. Mais les photos ne racontent que l'histoire que leurs propriétaires veulent préserver. Dès mes plus lointains souvenirs, mes parents m'ont fixé des attentes incroyablement élevées. J'ai appris à lire avant la maternelle, j'ai sauté le CP et j'étais inscrite à tous les programmes d'enrichissement que mes parents pouvaient trouver. Cours de piano les lundis, tutorat de mathématiques avancées les mercredis, natation de compétition les week-ends. Il n'y avait pas de place pour l'échec dans la maison des Reynolds. Quand j'ai eu 8 ans, tout a changé avec l'arrivée de mon petit frère, Aaron. Je me souviens encore du jour où ils l'ont ramené de l'hôpital. Un petit paquet avec des cheveux blonds et fins et des yeux bleus vifs. Ma mère a roucoulé devant lui pendant des heures et mon père l'a fièrement exhibé à tous les voisins. J'étais excité à l'idée d'être une grande sœur, naïve quant à la façon dont sa présence allait remodeler toute mon enfance. Les premiers signes étaient subtils. Mon récital de piano, noté sur le calendrier familial depuis des mois, a été soudainement manqué parce qu'Aaron avait une légère fièvre. Rien de grave, juste une température infantile standard, mais assez pour que mes 2 parents restent à la maison avec lui au lieu de me regarder jouer du Beethoven après 3 mois de pratique acharnée. Au fil des ans, le schéma s'est solidifié. Aaron est devenu le centre incontesté de l'univers familial. Quand il a commencé le baseball en petite ligue, mes parents n'ont jamais manqué un seul match, l'encourageant bruyamment depuis les gradins avec des t-shirts personnalisés portant son visage et son numéro de joueur. Pendant ce temps, lors de mes récitals de ballet, mes compétitions de débat et mes intronisations à la Société d'honneur, je balayais souvent le public à la recherche de visages qui étaient rarement là. J'ai compensé en devenant farouchement indépendante et autonome. Alors qu'Aaron obtenait immédiatement son équipement de football et que ses projets scientifiques étaient pratiquement réalisés par mes parents, je faisais du babysitting dès l'âge de 12 ans pour acheter mes propres fournitures scolaires et je veillais tard pour terminer mes devoirs seul. J'ai appris à imiter la signature de ma mère sur les autorisations de sortie quand elle était trop occupée à aider Aaron avec ses devoirs pour signer les miennes. L'année de mes 14 ans, je m'étais qualifié pour un prestigieux concours de piano à l'échelle de l'État. Après des mois de préparation, le grand jour est arrivé. J'ai mis ma plus belle robe, me suis coiffé avec soin et j'ai attendu près de la porte. 10 minutes avant que nous devions partir, ma mère a mentionné nonchalamment qu'il ne viendrait pas. Aaron avait un match de baseball qui avait été reprogrammé à la dernière minute, et il ne pouvait tout simplement pas le manquer. J'ai pris 3 bus seul à travers la ville pour jouer du Chopin devant une foule d'inconnus, j'ai remporté la 2e place et je suis rentré à la maison avec mon trophée d'argent sur les genoux. Quand je suis arrivé, personne ne m'a demandé comment ça s'était passé. La maison était vide. Ils étaient toujours au match d'Aaron. Malgré tout, je gardais un espoir désespéré que mes réalisations finiraient par me valoir un amour égal de la part de mes parents. J'ai été major de ma promotion au lycée. Alors que je prononçais mon discours depuis le podium, j'ai aperçu mes parents dans la foule. Pendant un bref instant, j'ai vu de la fierté dans leurs yeux. Mais dès la fin de la cérémonie et la prise des photos, la conversation s'est immédiatement tournée vers les perspectives universitaires d'Aaron et les possibilités de bourse de baseball, bien qu'il ne soit encore qu'en première année de lycée. Ce soir-là, alors que nous dînions pour célébrer dans mon restaurant préféré, un choix qu'ils avaient honoré à ma grande surprise, mon père a levé son verre pour porter un toast.
J'ai retenu mon souffle, attendant des mots de reconnaissance et de fierté. Ta réussite rejaillit sur cette famille, Nathalie, dit-il. Maintenant, Aaron peut voir à quoi ressemble le travail acharné. J'ai souri et trinqué avec lui, avalant à la fois le champagne et ma déception. Même mes plus grandes réussites étaient mesurées à leur valeur pour mon frère. Tout au long du lycée, j'ai nourri le rêve de devenir avocate. Pas n'importe quelle avocate, mais une avocate de premier plan dans un cabinet prestigieux, quelqu'un qui pourrait vraiment faire la différence. C'était en partie motivé par un intérêt sincère pour la justice. Mais je ne peux nier qu'une motivation importante était de faire enfin voir ma valeur à mes parents. J'ai étudié pour les SAT avec une intensité presque maniaque, j'ai rejoint tous les clubs qui feraient bonne impression sur les dossiers de candidature à l'université et j'ai écrit des dizaines de versions de ma lettre de motivation. Quand les lettres d'acceptation sont arrivées, y compris une d'une prestigieuse université de la côte et avec un programme de pré-droit renommé, mes parents m'ont adressé des félicitations pour la forme. La même semaine, Aaron a frappé un home run qui a fait gagner un match de saison ordinaire, et mes parents ont emmené toute la famille dîner dans un restaurant extravagant pour célébrer, lui offrant une nouvelle console de jeux coûteuse en surprise. Le contraste n'aurait pas pu être plus clair, mais je m'étais tellement habitué à cette disparité que je sentais à peine la piqûre. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit en pleurant silencieusement dans ma chambre cette nuit-là, la lettre d'acceptation serrée dans ma main. L'université aurait dû être mon évasion, un nouveau départ loin de l'ombre de l'enfant le moins aimé. À bien des égards, ce fut libérateur. J'ai excellé sur le plan académique, figurant au tableau d'honneur chaque semestre et obtenant des stages convoités. Pourtant, les schémas établis dans l'enfance se sont avérés difficiles à briser. Tandis qu'Aaron échouait à sa première tentative au Community College, mes parents payaient l'intégralité de ses frais de scolarité, lui achetaient une voiture pour ses trajets et engageaient des tuteurs lorsqu'il avait du mal avec les cours de base. Pendant ce temps, il m'informait qu'il ne pouvait contribuer qu'à une petite partie de mon éducation. Je comprends que les frais de scolarité sont chers, m'a expliqué mon père au téléphone. Mais tu es assez intelligente pour te débrouiller. Tu as toujours été si indépendante. Cette indépendance n'était pas un choix mais une nécessité née d'années de négligence émotionnelle. Je travaillais 20 heures par semaine à la bibliothèque du campus, 15 autres en tant qu'assistante de recherche, et je parvenais tout de même à maintenir une moyenne de 3,9. Pendant les vacances, quand les autres étudiants rentraient chez eux pour se détendre, je prenais des emplois saisonniers dans le commerce de détail pour économiser pour les manuels du semestre suivant. Durant ma dernière année de droit, lors d'une session d'études particulièrement éprouvante pour le droit constitutionnel, j'ai rencontré James. Il était grand, ambitieux, et se comportait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait toujours été soutenu dans ses entreprises. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, il a été consterné par le peu de contribution de mes parents à mon éducation par rapport à ce que ses parents avaient fait pour lui. Laisse-moi deviner, dit-il après les avoir rencontrés pour la première fois. Il gâte pourrisse ton frère, n'est-ce pas? J'ai été stupéfaite par sa perception immédiate de la dynamique que j'avais normalisée pendant si longtemps. James a vu en un seul dîner ce que j'avais passé une vie à essayer d'ignorer. Quand j'ai présenté James à ma famille, mes parents ont été polis mais réservés. Ils ont posé des questions superficielles sur son parcours et ses projets de carrière, puis ont rapidement orienté la conversation vers les derniers exploits d'Aaron. En revanche, quand Aaron a ramené sa petite amie de 2 semaines le mois suivant, ma mère a préparé un repas élaboré avec tous ses plats préférés en se basant sur les informations qu'Aaron avait partagées, et mon père a passé des heures à lui montrer les albums de photos de famille et à raconter des histoires animées. L'exemple le plus douloureux de leur favoritisme est survenu lorsqu'ils ont manqué ma remise de diplôme de droit, un accomplissement représentant cette année d'études supérieures et d'innombrables sacrifices. Aaron, qui avait alors abandonné 3 universités différentes, avait un match de baseball dans une ligue récréative pour adultes. Pas un championnat, pas un événement spécial, juste un simple match de week-end dans une ligue amateur pour les athlètes post-universitaires. Je n'ai jamais dit à personne à quel point j'ai pleuré cette nuit-là, tandis que James me serrait dans ses bras et m'assurait que mon accomplissement était extraordinaire, avec ou sans la reconnaissance de mes parents. Le lendemain, je les ai appelés et ma mère m'a expliqué nonchalamment qu'ils auraient voulu venir, mais qu'Aaron aurait été tellement déçu s'ils avaient manqué son match. Le message implicite était clair. Sa déception comptait plus que la mienne. Malgré leur soutien mitigé, James et moi nous sommes fiancés 1 an après l'obtention de mon diplôme. Lorsque nous avons commencé à planifier le mariage, de nouvelles tensions sont apparues. Mes parents ont contribué à une fraction de ce qu'ils pouvaient se permettre, mais ont tenté de contrôler chaque décision,
de la liste des invités au menu. Quand j'ai choisi un lieu qu'il jugeait trop cher, ma mère a fait la remarque, eh bien, si tu avais choisi une carrière plus pratique, comme l'enseignement, tu n'aurais pas toutes ces dettes étudiantes qui limitent tes options. L'ironie qu'ils aient entièrement financé les tentatives ratées d'Aaron d'obtenir des diplômes dans des domaines qui l'ont désintéressé après un semestre leur avait apparemment échappé. Nous avons eu un mariage petit mais magnifique, avec la famille chaleureuse et solidaire de James compensant l'absence émotionnelle de la mienne. Mes parents y ont assisté, bien sûr, pour sauver les apparences comme ils l'ont toujours fait. Ils ont posé pour les photos, fait des discours appropriés, puis se sont plaints du choix limité au bar et du temps exceptionnellement chaud qui rendait la cérémonie en plein air inconfortable. Après le mariage, James et moi nous sommes installés dans la vie conjugale à Boston. J'ai obtenu un poste dans un cabinet de taille moyenne spécialisé en droit des sociétés, travaillant des heures exténuantes pour établir ma carrière. Nous avons acheté un petit condo, adopté un chat nommé Justice, et créé une vie qui ressemblait à un refuge contre l'iniquité émotionnelle de ma maison d'enfance. J'appelais consciencieusement mes parents tous les dimanches, leur rendais visite lors des grandes fêtes et envoyais des cadeaux attentionnés pour les anniversaires. Pourtant, chaque interaction me laissait émotionnellement épuisé, car les conversations tournaient inévitablement autour des dernières entreprises d'Aaron, de ses relations ou des préoccupations de mes parents quant à son orientation dans la vie. Mes réussites professionnelles, nos rénovations ou nos projets d'avenir ne suscitaient qu'un intérêt passager. Quand James et moi avons subi une fausse couche déchirante lors de notre 3e année de mariage, ma mère a exprimé une brève sympathie avant de changer de sujet pour parler des problèmes de petit ami d'Aaron. J'ai mis fin à l'appel plus tôt et j'ai sangloté dans les bras de James, exprimant enfin ce que j'avais toujours su, mais jamais pleinement reconnu. Mes parents ne m'aimeront jamais comme ils l'aiment. Je serai toujours une pensée secondaire. C'était la première fois que je le disais à voix haute, et d'une certaine manière, nommer la vérité la rendait à la fois plus douloureuse et plus libératrice. James m'a suggéré d'envisager une thérapie pour gérer les années de négligence émotionnelle. Mais je n'étais pas prête. Au lieu de cela, je me suis plongé encore plus profondément dans ma carrière, y cherchant la validation qui m'avait toujours été refusée à la maison. 5 ans après notre mariage, on m'a offert un poste dans un prestigieux cabinet d'avocats à Chicago, une avancée significative tant en termes de responsabilité que de rémunération. La décision de déménager signifiait quitter Boston, la ville où James et moi avions construit nos carrières, mais l'opportunité était trop précieuse pour la laisser passer. James, qui travaillait dans le conseil financier, a pu être transféré au bureau de Chicago de son entreprise, bien que ce déménagement représentait pour lui un pas latéral plutôt qu'une promotion. Nous avons trouvé un bel appartement à Lincoln Park avec de grandes fenêtres donnant sur la ville et suffisamment d'espace pour un bureau à domicile. La première année a été exaltante. J'ai prospéré dans l'environnement compétitif du nouveau cabinet, m'établissant rapidement comme quelqu'un capable de gérer des cas complexes et des clients exigeants. Mon salaire a presque doublé, et pour la première fois de ma vie, je me sentais financièrement en sécurité. La distance avec mes parents était à la fois physique et émotionnelle. Nos appels sont devenus moins fréquents, le décalage horaire de 3 heures servant d'excuse pratique. Quand nous parlions, je me sentais moins affecté par leur focalisation persistante sur Aaron et ses difficultés. Je construisais une vie où leur approbation comptait moins. Pendant ce temps, Aaron s'était lancé dans une autre aventure, une entreprise de souvenirs sportifs que mes parents ont aidé à financer avec ce que j'ai appris plus tard être un retrait de leur fonds de retraite. Lorsque j'ai exprimé mon inquiétude à ce sujet lors d'une rare visite à la maison pour Thanksgiving, mon père m'a balayé d'un revers de la main. Aaron a un esprit d'entreprise formidable, a-t-il déclaré fièrement. Il a juste besoin de la bonne opportunité pour montrer ses talents. Je me suis mordu la langue, m'abstenant de souligner que c'était la 4e bonne opportunité qu'il finançait en autant d'années. Alors que ma carrière s'accélérait, de subtiles tensions sont apparues dans mon mariage. James a commencé à faire des commentaires sur mes longues heures, les dîners de travail que je ne pouvais pas manquer, les vacances que nous devions reporter. Quand nous avions déménagé pour Boston, j'avais soutenu sa carrière sans poser de questions. Maintenant que la dynamique avait changé et que mon travail prenait le dessus, il avait du mal à s'adapter. J'ai essayé de compenser en rendant notre temps limité ensemble spécial, en organisant des soirées élaborées, en le surprenant avec des escapades de week-end, en gérant la plupart des responsabilités ménagères malgré ma charge de travail plus lourde. Pourtant, le ressentiment couvait sous la surface de nos interactions. 12 jours avant notre 6e anniversaire de mariage, je suis rentré tôt à la maison, prévoyant de surprendre James avec des billets pour un concert de son musicien de jazz préféré. Je l'ai trouvé dans notre chambre avec ma collègue Sarah,
une associée junior qui avait rejoint le cabinet 3 mois plus tôt. La confrontation qui a suivi a été laide. James n'a pas nié l'affaire, mais a plutôt rejeté la faute sur moi. Si tu étais jamais à la maison, si tu avais jamais mis notre mariage avant ta carrière, si tu n'étais pas si fermé émotionnellement, les accusations ont fusé, chacune touchant un air exposé par des années de négligence parentale. Étais-je vraiment incapable d'être aimé? Étais-je fondamentalement défectueuse d'une manière qui me rendait indigne de loyauté et d'engagement? Je me suis installé dans un hôtel cette nuit-là, incapable de supporter la vue de notre appartement, du lit, de la vie que nous avions construite ensemble. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade pour la première fois depuis que j'avais rejoint le cabinet et j'ai passé la journée à alterner entre des crises de larmes et un regard vide fixé sur le mur de la chambre d'hôtel. Dans un moment de vulnérabilité, j'ai appelé ma mère. J'avais besoin de réconfort parental, du soutien inconditionnel qui m'avait toujours été si insaisissable. En larmes, j'ai expliqué ce qui s'était passé, comment ma vie s'effondrait, à quel point je me sentais dévasté et trahi. Il y a eu une longue pause au téléphone avant que ma mère ne réponde « Eh bien, Nathalie, un mariage, ça demande du travail. Peut-être que si tu t'étais plus concentrée sur ton rôle d'épouse que sur celui d'avocate, les choses seraient différentes. » Cette culpabilisation de la victime m'a frappé comme un coup de poing. À ce moment-là, j'avais besoin de compassion, pas de critique déguisée en sagesse. J'ai mis fin à l'appel brusquement et je suis resté assise dans un silence stupéfait, confronté à la réalité que même dans mon moment le plus sombre, mes parents ne pouvaient pas m'offrir le soutien émotionnel que la plupart des filles tiennent pour acquis. La procédure de divorce a commencé 2 semaines plus tard. Ce que j'avais naïvement prévu comme une séparation simple est devenu compliqué lorsque James a engagé un avocat agressif qui a contesté notre contrat de mariage. Il a prétendu avoir été sous la contrainte au moment de la signature et a demandé la moitié de mes revenus d'associé, bien que nous n'ayons été mariés que 6 ans et n'ayons pas d'enfants. Les frais de justice se sont accumulés alors que la procédure s'éternisait. Puis, dans une cruelle ironie du sort, mon immeuble a subi d'importants dégâts des eaux à cause d'une canalisation éclatée dans l'appartement du dessus. Avec la plupart de mes biens en entreposage et les frais d'hôtel continus qui vidaient mes économies, je me suis retrouvé dans une spirale financière que mon attention actuellement divisée au travail ne faisait qu'aggraver. Désespéré et humilié, j'ai appelé mon père. J'ai expliqué que j'avais besoin d'un prêt temporaire, juste 15 000 $, pour trouver un nouvel appartement et couvrir mes frais de subsistance jusqu'à ce que le divorce soit réglé. Je promets de rembourser chaque centime avec intérêt. Ta mère et moi avons des revenus fixes maintenant, Nathalie, a-t-il répondu avec une pointe d'irritation. Nous ne pouvons pas simplement te sortir des problèmes que tu aurais dû anticiper. Tu es une adulte avec un bon travail. Débrouille-toi. La conversation m'a laissé tremblante, un mélange de colère et d'incrédulité. 2 jours plus tard, ma cousine Jennifer a appelé pour prendre des nouvelles et a mentionné nonchalamment que mes parents venaient de donner 50 000 $ à Aaron pour développer son entreprise en difficulté. Je l'ai remercié pour l'appel, puis j'ai jeté mon téléphone contre le mur de la chambre d'hôtel si fort que l'écran s'est brisé. Les mois qui ont suivi le rejet de mes parents ont été les plus difficiles de ma vie. Le divorce s'est éternisé, James et son avocat utilisant toutes les tactiques dilatoires possibles. Ma concentration au travail en a souffert, mettant en péril ma progression vers le statut d'associé. J'ai été forcé de déménager dans un minuscule studio dans un quartier moins désirable, bien loin de la spacieuse maison de Lincoln Park que j'avais partagée avec James. Par un ami commun, j'ai appris que ma mère avait dit à plusieurs membres de la famille que mon divorce était de ma faute, car j'étais obsédé par ma carrière et négligeais mon mari. La trahison m'a profondément blessé, non seulement parce qu'elle me blâmait pour l'infidélité de James, mais aussi parce qu'elle avait partagé ce point de vue avec d'autres sans m'offrir aucun soutien. Je travaillais des semaines de 60, parfois 70 heures, essayant de maintenir ma carrière sur la bonne voie tout en naviguant dans la procédure de divorce. Je mangeais des repas au micro-ondes debout à mon comptoir de cuisine, m'endormais avec des dossiers éparpillés sur mon lit, et me réveillais avec une anxiété qui rendait la respiration difficile. Pendant tout ce temps, mes parents sont restés distants, leurs appels superficiels quand ils avaient lieu. Le contraste entre leur traitement envers moi et Aaron est devenu encore plus frappant pendant cette période. Alors que je luttais seul et sans soutien, Aaron continuait de recevoir non seulement un soutien financier, mais aussi un réconfort émotionnel. Quand son entreprise de souvenirs a inévitablement fait faillite, mes parents ont immédiatement financé sa prochaine idée, un bar à thème sportif près de Fenway Park. Un soir, en parcourant les réseaux sociaux dans mon appartement vide, je suis tombé sur des photos de mes parents avec Aaron et sa nouvelle petite amie en vacances en Floride.
Tous les 4 souriants sur une plage, cocktail à la main, sans le moindre souci au monde. Le même mois, il m'avait dit qu'il ne pouvait pas se permettre de m'aider à trouver un logement pendant une crise. Quand Noël est arrivé, je ne pouvais pas affronter la perspective de retourner à Boston, de m'asseoir à la table familiale en faisant semblant que tout allait bien. J'ai appelé pour expliquer que mon horaire de travail rendait le voyage impossible, un mensonge transparent que personne n'a contesté. J'ai passé les vacances seul dans mon appartement, à regarder de vieux films et à boire trop de vin. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu ma famille élargie célébrer ensemble. Les photos montraient des piles de cadeaux autour du sapin, beaucoup étiquetés au nom d'Aaron. Ma mère m'avait envoyé une carte cadeau de grand magasin avec un message générique. À l'approche du 60e anniversaire de mon père en février, j'ai fait un effort pour renouer le contact. J'ai pris l'avion pour Boston pour la célébration du week-end, apportant une montre choisie avec soin que je pouvais à peine me permettre. C'était une offrande de paix, une tentative de reconstruire la relation malgré tout. À la fête, j'ai été traité comme une simple note de bas de page. Ma mère m'a présenté à ses amis comme ma fille, l'avocate de Chicago, sans aucune de la chaleur qu'elle montrait en présentant Aaron comme mon fils brillant qui possède sa propre entreprise, l'entreprise qui avait ouvert avec leur argent et qui fermerait 6 mois plus tard. Le point de rupture est survenu pendant le dîner, lorsque ma mère m'a prise à part, soi-disant pour prendre de mes nouvelles. J'ai fait l'erreur d'être honnête, partageant que, bien que le divorce soit enfin sur le point de se terminer, je luttais émotionnellement avec la trahison et la solitude. Elle a soupiré lourdement, me tapotant la main dans un geste qui semblait plus dédaigneux que réconfortant. Tu sais, Nathalie, si tu avais fait plus d'efforts avec James, peut-être été plus attentive, plus à l'écoute de ses besoins, les choses auraient pu tourner différemment. Les hommes ont besoin de se sentir appréciés. La déclaration m'a frappé comme une gifle. Mon mari m'avait trompé avec une collègue dans notre lit, et ma mère suggérait que c'était parce que je n'avais pas été assez attentive. Le 2 poids, 2 mesures était à couper le souffle. Quand l'ex-petite amie d'Aaron avait rompu avec lui à cause de son irresponsabilité et de son manque d'ambition, mes parents l'avaient réconfortée pendant des semaines, l'assurant qu'elle n'était pas assez bien pour lui. Je me suis levé de table, les mains tremblantes. Vous ne m'avez jamais, pas une seule fois dans toute ma vie, accordé le bénéfice du doute ou le soutien que vous donnez librement à Aaron. Ma voix était basse mais ferme. J'ai tout fait correctement. Je me suis épuisé au travail pour vous rendre fier. J'ai été indépendante parce que je devais l'être, pas parce que je le voulais. Et pourtant, encore et toujours, vous trouvez des moyens de faire de ma douleur ma propre faute. J'ai quitté la fête tôt et j'ai changé mon vol pour le soir même au lieu du lendemain. Dans l'avion de retour à Chicago, j'ai pris une décision à la fois terrifiante et libératrice. J'allais cesser de chercher l'approbation et l'amour qui m'avaient été refusés pendant 30 ans. J'allais construire une vie sans la déception constante du favoritisme parental. J'allais en fait divorcer de mes parents, comme j'avais divorcé de James. Pendant les mois suivants, j'ai refusé les appels de la maison, envoyé de brèves réponses aux SMS et trouvé des excuses pour éviter les visites. J'envoyais des cartes pour les anniversaires et les fêtes appropriées, maintenant le strict minimum de contact pour ne pas provoquer de scandale familial. Quand on me demandait directement comment j'allais, je donnais des réponses vagues et positives qui fermaient la conversation plutôt que de l'ouvrir. Le point de rupture est survenu pendant le dîner, lorsque ma mère m'a prise à part, soi-disant pour prendre de mes nouvelles. J'ai fait l'erreur d'être honnête, partageant que, bien que le divorce soit enfin sur le point de se terminer, je luttais émotionnellement avec la trahison et la solitude. Libéré du fardeau émotionnel de la recherche de l'approbation parentale, j'ai trouvé une nouvelle énergie pour me reconstruire. Le divorce a finalement été réglé, James recevant moins que ce qu'il avait demandé, mais plus que ce qu'il méritait. Je me suis retrouvé avec une dette importante, mais aussi avec la liberté et la clarté d'esprit. J'ai abordé mon travail avec une concentration et une détermination renouvelées. N'étant plus distraite par les drames familiaux ou les problèmes conjugaux, je me suis plongé dans des cas complexes, restant souvent au bureau jusqu'à l'arrivée du personnel de nettoyage. Mes heures facturables ont dépassé les objectifs de 40% et les associés principaux ont commencé à le remarquer. Reconnaissant que mon approche tout pour le travail n'était finalement pas durable, je me suis également forcé à m'occuper de ma santé émotionnelle. J'ai trouvé une thérapeute nommée Dr Rivra, spécialisée dans la dynamique familiale et le favoritisme parental. Nos séances hebdomadaires étaient souvent douloureuses, épluchant des couches de blessures que j'avais réprimées pendant des décennies. Vous avez passé toute votre vie à essayer de mériter un amour qui aurait dû vous être donné sans condition,
a observé le docteur Rivera lors d'une séance particulièrement difficile. Cette reconnaissance m'a fait pleurer, mais a aussi amorcé un processus de guérison authentique. Lentement, j'ai construit une famille choisie d'amis et de collègues qui m'appréciaient pour qui j'étais exactement. Mon assistante, Rachel, a commencé à m'inviter à ces réunions de famille où ses parents italo-américains exubérants m'ont accueilli sans poser de questions. Des associés juniors du cabinet ont sollicité mon mentorat, appréciant les conseils que j'aurais aimé recevoir au début de ma carrière. Plus important encore, j'ai développé une relation étroite avec Victoria Chen, une associée principale qui voyait en moi un potentiel que je doutais parfois moi-même. Âgée de 58 ans et réputée pour sa brillance et son honnêteté brutale, Victoria est devenue le mentor dont j'avais toujours eu besoin. Après m'avoir observé lors d'une déposition particulièrement difficile, elle m'a invité à prendre un café et m'a offert des commentaires francs sur mes forces et mes faiblesses. Vous avez des compétences analytiques exceptionnelles et une présence en salle d'audience, m'a-t-elle dit. Mais vous travaillez comme quelqu'un qui essaie de fuir quelque chose. Le succès durable exige un équilibre. Sous sa direction, j'ai commencé à aborder ma carrière de manière plus stratégique, en me concentrant sur la qualité plutôt que la quantité et en développant mes propres relations avec les clients plutôt que de simplement exécuter le travail pour les associés principaux. Lorsqu'un cas très médiatisé d'allégation de fraude d'entreprise contre une grande société pharmaceutique est arrivé, Victoria m'a recommandé pour diriger l'équipe de défense, malgré mon statut relativement junior. L'affaire a consumé 6 mois de ma vie mais a abouti à un règlement favorable qui a permis à notre client d'économiser des millions tout en mettant en œuvre des réformes de conformité significatives. Le matin après la finalisation du règlement, je suis arrivé à mon bureau pour trouver une note manuscrite de Victoria sur mon bureau. Travail exceptionnel. Nathalie, vous avez gagné votre place à la table, non pas en vous tuant au travail, mais en étant plus intelligente et plus stratégique que vos adversaires. Je vois de grandes choses pour vous à l'avenir, signé de sa signature caractéristique et précise. J'ai encadré la note et l'ai accrochée derrière mon bureau, un rappel que la véritable reconnaissance vient de ceux qui voient vraiment votre valeur. Le succès professionnel s'est traduit par une reprise financière. Pour mon 31e anniversaire, j'avais remboursé la dette liée au divorce et économisé suffisamment pour un acompte sur un petit mais élégant condo dans un immeuble avec portier et vue sur le lac Michigan. Le jour où j'ai signé les papiers d'hypothèque en tant que femme célibataire, en utilisant uniquement mon propre nom et mon propre crédit, a été l'un des moments de plus grande fierté de ma vie d'adulte. Mes interactions avec mes parents pendant cette période étaient minimes et soigneusement gérées. J'appelais lors des grandes fêtes, j'envoyais des cadeaux appropriés et je détournais les questions sur les visites avec des références vagues à mon emploi du temps chargé. Je partageais peu de choses sur mes réussites professionnelles ou ma croissance personnelle, sachant par expérience qu'elles ne seraient que brièvement reconnues avant que la conversation ne se tourne vers Aaron. Par des communications occasionnelles avec la famille élargie, j'ai appris qu'Aaron continuait son schéma d'entreprise raté et de sauvetage parentaux. Le bar sportif a fermé en moins d'1 an, suivi d'une tentative d'application de livraison de nourriture qui n'a jamais été lancée malgré un investissement important. Mes parents ont refinancé leur maison pour financer ces projets, un fait qu'ils n'ont jamais mentionné lors de nos rares appels. Pendant cette période de reconstruction, j'ai aussi prudemment réintégré le monde des rencontres. Après quelques premiers rendez-vous oubliables arrangés par des amis bien intentionnés, j'ai rencontré Michael lors d'un gala de charité organisé par mon cabinet. Chirurgien pédiatrique aux yeux bienveillants et à l'esprit vif, il abordait les relations avec la même intentionnalité réfléchie qu'il apportait à sa pratique médicale. Contrairement à James, qui avait mal supporté mon ambition, Michael respectait et admirait mon dévouement à ma carrière. Il comprenait les exigences d'une profession à haute pression et ne me faisait jamais sentir coupable pour les soirées tardives ou les week-ends de travail lorsque c'était nécessaire. Plus important encore, il reconnaissait les blessures émotionnelles que je portais et ne les utilisait jamais comme des armes lors de désaccords. Après 8 mois de relation, j'ai finalement partagé toute l'histoire de ma dynamique familiale, m'attendant à la sympathie inconfortable habituelle ou à des conseils bien intentionnés mais inutiles. Au lieu de cela, Michael a écouté attentivement, a posé des questions réfléchies, puis a dit quelque chose qui a changé ma perspective. L'incapacité de tes parents à t'apprécier à ta juste valeur reflète leurs propres limites, pas ta valeur à toi, m'a-t-il dit en me tenant la main à travers la table. Leur incapacité à t'aimer comme tu le mérites en dit long sur eux et rien sur toi. C'était une déclaration simple, mais profonde dans son impact. Pour la première fois, j'ai vraiment intériorisé que le problème n'avait jamais été moi. Aucune réussite, aucun succès, aucune perfection n'aurait changé le déséquilibre fondamental dans le cœur de mes parents. La libération de cette prise de conscience a changé ma vie.
Alors que ma vie personnelle et professionnelle s'épanouissait, je recevais des nouvelles de plus en plus préoccupantes sur Aaron par le biais de la famille. Il y avait des rumeurs de dettes de jeu, de deux conduites en état d'ivresse gérées discrètement avec des avocats coûteux, et d'investisseurs menaçant de poursuites judiciaires. Mes parents le protégeaient des conséquences, comme ils l'avaient toujours fait, hypothéquant leur sécurité à la retraite pour le protéger des résultats de ses propres choix. Je ressentais un mélange complexe d'émotions face à sa situation. Il y avait la blessure persistante de la disparité dans la façon dont nous avions été traités. Une petite partie honteuse de moi qui se sentait vengée par ses échecs, et une réelle inquiétude pour mon frère en tant qu'être humain. Nous n'avions jamais été proches. Le fossé d'âge et le favoritisme parental créaient un abîme entre nous, mais il faisait toujours partie de la famille. J'ai tenté une fois de le contacter directement, suggérant un café quand j'étais à Boston pour une affaire. Sa réponse a été dédaigneuse, clairement influencée par le récit que nos parents avaient construit sur ma distance avec la famille. Je n'ai pas insisté, acceptant que certaines relations ne pourront jamais être ce que nous souhaiterions qu'elles soient. Pour mon 32e anniversaire, j'avais créé une vie qui me semblait authentique et épanouissante. J'avais des amis proches, une relation basée sur le respect mutuel et une affection sincère, et une trajectoire de carrière qui dépassait même mes objectifs ambitieux. J'avais fait la paix avec la réalité de ma situation familiale, établissant des limites qui protégeaient mon bien-être émotionnel tout en maintenant un contact minimal. Je croyais m'être enfin libéré du dysfonctionnement de mon enfance, que j'avais dépassé la blessure et la déception. J'avais tort. Le véritable test de ma guérison et de mon caractère est arrivé à 2h15 un mardi matin, lorsque mon téléphone a sonné avec un appel du numéro de mes parents. La sonnerie stridente de mon téléphone a percé l'obscurité de ma chambre, me tirant d'un sommeil profond. L'écran illuminé affichait le numéro de mes parents, ce qui aurait été inhabituel à n'importe quelle heure, mais était alarmant à 2h15 du matin. Ma première pensée a été que quelqu'un était mort. Nathalie. La voix de ma mère était à peine reconnaissable, aiguë et haletante de panique. Nous avons besoin de ton aide. C'est Aaron. Il a été arrêté. Je me suis assise dans mon lit, complètement réveillée maintenant, consciente que Michael s'agitait à côté de moi. Quelque chose de grave devait s'être produit pour que ma mère appelle à cette heure, surtout compte tenu de notre relation distante au cours de la dernière année et demie. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé, gardant ma voix neutre malgré l'adrénaline qui parcourait maintenant mon corps. L'histoire a jailli dans un récit chaotique, ponctué par les sanglots de ma mère et les interjections colériques de mon père en arrière-plan. Aaron avait été arrêté pour fraude électronique et détournement de fonds liés à sa dernière entreprise, une plateforme d'investissement en crypto-monnaie qui avait apparemment fonctionné comme un système de Ponzi sophistiqué. Les autorités alléguaient qu'il avait fraudé des investisseurs de près de 2 millions de dollars. Il a besoin d'un avocat, Nathalie, un bon. Ton père et moi, nous avons mis notre maison en garantie pour sa caution, mais nous avons besoin d'aide pour les frais de justice. Tu travailles dans ce grand cabinet. Tu dois connaître des gens. Tu dois nous aider. Le désespoir dans la voix de ma mère était palpable. Et pendant un instant, j'ai senti une étincelle de la vieille réponse familière, le besoin enraciné de résoudre les problèmes et de mériter l'approbation. Mais à côté de cela, une vague de souvenirs amers a surgi. Les fois où j'avais eu besoin d'aide et où l'on m'avait dit de me débrouiller seul. Le mépris de ma douleur pendant le divorce. Les décennies de favoritisme qui avaient façonné mon enfance et mon début de vie d'adulte. Je pouvais les imaginer clairement dans leur maison à Boston. Ma mère dans sa robe de chambre à fleurs. Mon père faisant les 100 pas en chaussons, leur monde s'effondrant autour d'eux alors que l'enfant prodige faisait enfin face à des conséquences dont ils ne pouvaient pas le protéger. Pour la première fois, ils avaient plus besoin de moi que je n'avais besoin d'eux. J'aurais besoin de plus de détails avant de pouvoir offrir un conseil, dis-je prudemment, ma formation professionnelle prenant le dessus malgré la complexité émotionnelle de la situation. À combien s'élève la caution? Quelles sont exactement les charges? Qui le représente actuellement? Au fur et à mesure qu'il répondait à mes questions, une image plus claire se dessinait, chaque détail plus accablant que le précédent. Aaron avait créé une société qui promettait des rendements extraordinaires sur les investissements en crypto-monnaie. Il avait utilisé l'argent des premiers investisseurs pour financer un style de vie extravagant tout en attirant de nouvelles victimes avec des histoires de réussite fabriquées. Lorsque le système s'est inévitablement effondré, plusieurs investisseurs se sont tournés vers les autorités. Les preuves contre lui étaient substantielles. Mes parents avaient hypothéqué leur maison pour payer sa caution de 500 000 $, épuisant ainsi leurs économies de retraite.
Le tribunal avait désigné un avocat commis d'office que mon père a qualifié d'inutile. Il voulait que je représente Aaron moi-même ou que je fasse en sorte que mon cabinet prenne l'affaire pro bono. Ils avaient aussi besoin d'argent pour les dépenses courantes pendant qu'ils se concentraient sur le soutien à Aaron dans sa crise. Nathalie, tu dois comprendre, ton père a des douleurs à la poitrine à cause du stress, dit ma mère, sa voix prenant le ton manipulateur que je reconnaissais de mon enfance. Nous sommes toujours tes parents, peu importe les désaccords que nous avons eus. La famille est de la famille. La déclaration a sonné comme une blague cruelle compte tenu de notre histoire. Où était cette loyauté familiale quand j'en avais eu besoin? L'hypocrisie était à couper le souffle. Je vais devoir y réfléchir, ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne le sentais. Il est au milieu de la nuit et c'est beaucoup à digérer. Je vous appellerai demain après avoir eu le temps de considérer les options. Ma mère a commencé à protester, mais j'ai mis fin à l'appel avec un au revoir ferme. Je suis resté assise dans l'obscurité de ma chambre, le téléphone toujours à la main, les émotions tourbillonnant. Michael a allumé la lampe de chevet et a étudié mon visage avec inquiétude. « Urgence familiale » demanda-t-il doucement. J'ai ri. Un son court et amer. Urgence pour hypocrisie familiale serait plus exact. J'ai raconté la conversation, la situation avec Aaron, et les décennies de contexte qui rendaient cette nuit si ironique. « Qu'est-ce que tu penses faire » a demandé Michael quand j'ai eu fini. N'offrant pas de conseils, mais créant un espace pour que je puisse traiter mes pensées. Mon premier instinct est de leur dire de se débrouiller eux-mêmes, ai-je admis, d'utiliser leurs propres mots contre eux. Ils m'ont abandonné pendant la pire période de ma vie, et maintenant ils s'attendent à ce que je me précipite pour sauver leur précieux fils. J'ai fait les 100 pas dans la chambre. L'énergie et la colère rendaient le sommeil impossible. Plus j'y pensais, plus ma rage montait. Chaque célébration d'anniversaire centrée sur Aaron. Chaque réussite de ma part minimisée. Chaque demande de soutien refusée alors qu'il recevait des ressources et des chances infinies. 3 décennies d'inégalité et de négligence émotionnelle culminant dans cette demande d'aide audacieuse. Je pourrais leur refuser purement et simplement. Ce serait justifié, peut-être même cathartique. J'ai imaginé la satisfaction de dire non, de leur permettre de vivre le même abandon qu'ils m'avaient infligé. Le fantasme a été brièvement doux, mais est rapidement devenu creux. Où je pourrais aider sans condition, retomber dans le schéma familier de tenter de mériter l'amour par le sacrifice et la performance, prendre en charge le cas d'Aaron, signer des chèques pour leurs dépenses, être la fille parfaite malgré tout. La pensée m'a retourné l'estomac. Aucune des 2 options ne semblait juste. Aucune ne reflétait la personne que j'avais travaillé si dur pour devenir. J'ai passé le reste de la nuit à lutter avec la décision, pesant la justice contre la miséricorde, les limites contre la compassion. Quand le matin est arrivé, j'ai appelé le docteur Rivera et j'ai organisé une séance d'urgence pendant ma pause déjeuner. Ils vous ont placé dans une position impossible, a-t-elle observé après que j'ai expliqué la situation. Mais c'est aussi une opportunité d'établir une nouvelle dynamique, une basée sur l'honnêteté et des limites appropriées plutôt que sur le ressentiment et la capitulation. Nous avons discuté des approches possibles, des implications psychologiques des différentes réponses, et de ce à quoi des limites saines pourraient ressembler dans cette situation spécifique. À la fin de la séance, j'avais formulé un plan qui honorait à la fois mon histoire et ma guérison. Ce soir-là, j'ai rappelé mes parents. Michael était assis à côté de moi sur le canapé, un soutien silencieux alors que je naviguais dans cette conversation cruciale. J'ai beaucoup réfléchi à votre situation, ai-je commencé quand mon père a répondu. Je suis prête à aider, mais nous devons être clairs sur la forme que prendra cette aide et ce qu'elle exigera de nous tous. Il y eut une pause avant que mon père ne réponde, sa voix méfiante. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux dire que je fournirai une consultation sur la situation juridique d'Aaron et que je peux recommander des avocats spécialisés dans la criminalité en col blanc, ai-je expliqué calmement. Je ne le représenterai pas personnellement et je ne demanderai pas à mon cabinet de prendre l'affaire pro bono, car ce serait un conflit d'éthique et une utilisation inappropriée de ma position professionnelle. J'ai continué avant qu'il ne puisse m'interrompre. Je ne fournirai pas d'aide financière pour ces frais de justice ou pour vos frais de subsistance. Ce que j'offre, c'est mon expertise professionnelle et mes conseils tout au long de ce processus, à la condition que nous tous, y compris Aaron, suivions une thérapie familiale pour aborder les schémas de longue date qui ont contribué à cette situation. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré pendant plusieurs secondes. Quand mon père a finalement parlé, sa voix était tendue d'une colère à peine contenue. Alors,
Tu te sers de notre crise comme d'un levier pour nous forcer à faire une thérapie. Il s'agit de ton frère qui fait face à de graves accusations, Nathalie, pas de tes sentiments ou de tes griefs d'enfance. J'avais anticipé cette réponse, le détournement et la minimisation qui avaient caractérisé tant d'interactions familiales. Cette fois, j'étais préparé. Non, papa. Il s'agit d'établir des limites saines tout en offrant de l'aide. Aaron fait face aux conséquences de ses actes après une vie entière à en avoir été protégé. J'offre une assistance professionnelle précieuse qui pourrait faire une différence significative dans son cas. Mais je ne participerai pas au schéma dysfonctionnel qui nous ont tous amenés à ce point. Ma mère a pris le téléphone, sa voix larmoyante, mais avec une pointe de la manipulation que je reconnaissais trop bien. Nathalie, ma chérie, nous comprenons que tu as eu des sentiments sur la façon dont nous vous avons traité différemment, toi et Aaron. Mais ce n'est pas le moment de régler ça en thérapie familiale. Ton frère pourrait aller en prison. J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant avant de répondre. Maman, Aaron pourrait en effet risquer la prison, peu importe qui le représente. Les preuves semblent substantielles. Ce que j'offre, c'est de l'aide pour naviguer dans une situation juridique difficile tout en abordant la dynamique familiale qui a permis son comportement pendant des années. Ce sont mes conditions. Vous pouvez les accepter ou chercher de l'aide ailleurs. Un autre long silence a suivi. Je pouvais presque entendre leur communication non verbale, les regards échangés, le calcul silencieux des options. Finalement, mon père est revenu au téléphone. « Eh bien, nous allons considérer ton offre, dit-il sèchement. En attendant, pourrais-tu au moins envoyer des informations sur les avocats qui pourraient prendre le cas d'Aaron ? J'ai accepté d'envoyer par email une liste d'avocats de la défense pénale réputés, spécialisés dans les crimes financiers, terminant l'appel avec l'assurance calme que je serai disponible pour discuter des prochaines étapes quand ils auraient pris leur décision concernant mes conditions. Après avoir raccroché, je me suis appuyé contre Michael, émotionnellement épuisé, mais ressentant aussi un étrange sentiment de paix. Pour la première fois dans ma relation avec mes parents, j'avais clairement énoncé mes limites et j'avais tenu bon face à leurs tactiques manipulatrices. C'était impressionnant, dit Michael en m'embrassant le sommet de la tête. Comment te sens-tu ? Terrifié, ai-je admis, et triste, et en quelque sorte soulagé, tout à la fois. Dans les jours qui ont suivi, j'ai envoyé la liste promise d'avocats et j'ai attendu. 3 jours se sont écoulés sans contact, puis 4, puis une semaine. Je savais qu'ils testaient ma résolution, espérant que je céderais et offrirais une aide inconditionnelle, comme je l'avais toujours fait par le passé. Cette fois, j'ai tenu bon. 9 jours après notre appel, ma mère m'a recontacté. Sa voix était soumise, le désespoir maintenant teinté de résignation. Nous aimerions accepter ton aide, dit-elle sans préambule. Et nous ferons la thérapie familiale si c'est ce qu'il faut. Je n'ai ressenti aucun triomphe dans leur capitulation, seulement une reconnaissance sobre que nous entrions en territoire inconnu dans notre dynamique familiale. J'avais tenu bon et pour une fois, ils avaient été forcés de me rencontrer là où j'étais plutôt que d'exiger que je vienne à eux. La scène était prête pour une confrontation qui se préparait depuis 32 ans. Le samedi suivant, j'ai pris l'avion pour Boston pour la première fois en plus d'1 an. Michael avait proposé de m'accompagner, mais c'était un voyage que je devais faire seul. Alors que l'avion descendait à travers les nuages, révélant la côte familière, j'ai ressenti un mélange complexe d'anxiété et de détermination. Je n'étais plus la fille désespérée cherchant l'approbation, mais une femme adulte avec des limites et du respect de soi. La maison de mes parents semblait plus petite que dans mon souvenir, la pelouse autrefois impeccable montrant maintenant des signes de négligence. J'ai garé ma voiture de location dans l'allée et je suis resté assise un instant, rassemblant mon courage avant de m'approcher de la porte d'entrée. Ma mère a répondu au 2e coup. La femme qui se tenait devant moi ressemblait à peine à la mère soignée et confiante de mon enfance. Ses cheveux, normalement parfaitement colorés et coiffés, montraient des racines grises et pendaient mollement autour de son visage fatigué. Des rides profondes encadraient sa bouche, et ses yeux avaient une qualité hantée que je n'avais jamais vue auparavant. « Nathalie, dit-elle, sa voix se brisant légèrement. Merci d'être venue. » La politesse formelle entre nous semblait étrange après des décennies d'histoires compliquées. Elle m'a conduite dans le salon où mon père attendait. Lui aussi avait vieilli de façon spectaculaire depuis la dernière fois que je l'avais vu. Autrefois une présence robuste et autoritaire, il semblait maintenant diminuer, les épaules voûtées, le teint grisâtre. Il s'est levé pour m'accueillir d'un signe de tête raide, mais n'a pas offert d'étreinte. Aaron était notablement absent.
Actuellement chez un ami, a expliqué vaguement ma mère quand j'ai demandé, bien que je soupçonne qu'il évitait cette confrontation initiale. Nous nous sommes assis maladroitement dans le salon où j'avais passé tant de vacances à me sentir invisible. Des photos de famille bordaient encore la cheminée, la majorité représentant Aaron à différents âges et étapes. J'ai remarqué avec un pincement au cœur que ma photo de remise de diplôme de droit, autrefois exposée par obligation, avait été entièrement retirée. La représentation visuelle de notre dynamique familiale n'aurait pas pu être plus claire. Mon père s'est raclé la gorge, clairement mal à l'aise avec le silence. Nous avons parlé à l'un des avocats que tu as recommandé. Il pense qu'il peut obtenir une réduction des charges, peut-être éviter la prison avec une négociation de peine. J'ai hoché la tête professionnellement. Roger Hamilton est excellent pour négocier avec les procureurs. Que propose-t-il spécifiquement? Pendant que mon père exposait la stratégie juridique, je pouvais voir mes deux parents se détendre visiblement, retombant dans le schéma familier de discuter d'Aaron et de ses besoins. C'était un terrain confortable pour eux, contrairement au règlement de compte émotionnel que j'avais exigé comme condition de mon aide. Quand il a terminé, j'ai posé mon sac à main et me suis penché en avant, établissant un contact visuel direct avec eux deux. Maintenant que nous avons couvert les aspects juridiques, nous devons discuter de la composante thérapie familiale de notre accord. La tension dans la pièce s'est immédiatement épaissie. Ma mère tripotait son alliance, une habitude nerveuse de mon enfance. Mon père a croisé les bras sur la défensive. Est-ce vraiment nécessaire, Nathalie, demanda-t-il, son ton dédaigneux. Avec tout ce qui se passe avec Aaron, il semble indulgent de se concentrer sur la thérapie en ce moment. C'était la réponse exacte que j'avais anticipée, le détournement et la minimisation qui avaient caractérisé notre dynamique familiale pendant des décennies. Cette fois, je n'ai pas reculé. Ce n'est pas seulement nécessaire, c'est non négociable, ai-je déclaré calmement. J'ai organisé une consultation avec le docteur Hélène Marshall, une thérapeute familiale spécialisée dans la dynamique des familles adultes. Notre première séance est prévue pour demain matin à 10 h. Mon père a commencé à protester, mais j'ai continué d'une voix ferme. Ce n'est pas une négociation. Si vous voulez ma consultation juridique continue et mon aide pour naviguer dans le cas d'Aaron, c'est l'exigence. Je ne demande pas de soutien financier ni même d'excuses à ce stade. Je demande un engagement honnête dans un processus thérapeutique. La franchise de mon approche sembla les plonger dans le silence. Pour la première fois de ma vie peut-être, je fixais les termes de notre interaction au lieu d'essayer désespérément de gagner leur approbation selon leurs termes. Après une longue pause, ma mère a parlé, sa voix faible. En quoi consistera exactement cette thérapie? J'ai expliqué le processus tel que le docteur Marshall me l'avait décrit. Au départ, il s'agirait de séances séparées pour chaque membre de la famille, suivies de séances communes ciblées pour aborder des dynamiques relationnelles spécifiques. Le but n'était pas d'attribuer la faute, mais d'établir des schémas de communication et d'interaction plus sains. Il ne s'agit pas de vous punir, ai-je clarifié, voyant la posture défensive de mon père. Il s'agit de guérir des schémas qui nous ont tous blessés, y compris Aaron. Sa situation actuelle ne s'est pas produite dans le vide. C'est le résultat d'années de complaisance et de manque de responsabilité. Mon père a tressailli au mot complaisance, mais n'a pas argumenté. Ma mère s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir, son armure de perfectionnisme se fissurant pour révéler la femme effrayée et dépassée en dessous. Nous avons toujours aimé nos deux enfants, dit-elle, sa voix vacillante. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal, Nathalie. Je sais que vous le croyez, maman, ai-je répondu doucement mais fermement. Et c'est quelque chose que nous explorons en thérapie. L'intention et l'impact sont souvent des choses très différentes. Nous avons parlé pendant une autre heure, naviguant prudemment à la surface de problèmes plus profonds qui nécessiteraient un accompagnement professionnel pour être pleinement abordés. J'ai maintenu des limites claires, redirigeant lorsqu'il tentait de centrer entièrement la conversation sur Aaron ou de minimiser la gravité de la dynamique familiale que j'insistais pour que nous confrontions. Alors que je me préparais à partir pour mon hôtel, mon père m'a surprise en posant une question qui révélait peut-être la première véritable curiosité sur mon expérience qu'il ait jamais exprimée. « Avons-nous vraiment été si terribles avec toi ?» demanda-t-il, une confusion sincère dans sa voix. Je me suis arrêté à la porte, considérant ma réponse avec soin. J'avais répété des confrontations avec mes parents pendant des années dans ma tête, imaginé lister chaque affront, chaque déception, chaque moment d'iniquité douloureuse. À cet instant, cependant, j'ai choisi une approche différente. Vous avez été des parents merveilleux pour Aaron, dis-je simplement.
J'avais juste besoin que vous soyez aussi des parents merveilleux pour moi. La séance de thérapie du lendemain matin a été aussi difficile que je l'avais prévu. Aaron y a assisté, maussadé sur la défensive, clairement présent uniquement à cause du levier que j'avais sur sa situation juridique. Mes parents ont présenté un front uni de coopération poli masquant une profonde résistance. Le docteur Marshall, une thérapeute expérimentée avec une présence calme et autoritaire, a immédiatement reconnu la dynamique. En l'espace de 2 heures, elle a établi des règles de base pour notre travail en commun, a mené une brève évaluation de la perspective de chaque membre de la famille et a assigné des séances individuelles avant notre prochaine réunion de groupe. Lorsque mon père a tenté de dominer la conversation, elle l'a redirigé doucement mais fermement. Lorsque ma mère est devenue larmoyante à propos de l'incarcération potentielle d'Aaron, le docteur Marshall a reconnu sa peur tout en maintenant le cap sur les schémas familiaux plus larges. Je suis retourné à Chicago le lendemain, ayant organisé ma participation aux futures séances familiales par vidéoconférence lorsque je ne pourrais pas être physiquement présente à Boston. Au cours des semaines suivantes, j'ai consulté régulièrement l'avocat d'Aaron, fournissant des éclaircissements sur la stratégie et aidant à interpréter les complexités juridiques pour mes parents. Les 2 processus, le cas juridique d'Aaron et notre thérapie familiale, se sont déroulés en parallèle. Au tribunal, Aaron a finalement accepté une négociation de peine qui comprenait la restitution à ses victimes, une amende importante et 2 ans d'assignation à résidence avec 5 ans de probation. Il a évité la prison principalement grâce à la compétence de son avocat et à son accord de coopérer avec les autorités enquêtant sur des crimes financiers plus importants dans le domaine de la crypto-monnaie. En thérapie, les progrès ont été plus lents et moins linéaires. Les premières séances étaient tendues et souvent improductives, mes parents étant réticents à examiner leur rôle dans le dysfonctionnement familial. Mon père, en particulier, a eu du mal avec la suggestion que son rôle de père avait été tout sauf exemplaire. Aaron oscillait entre une participation pleine de ressentiment et de véritables moments de prise de conscience sur la façon dont la complaisance parentale avait contribué à ses mauvais choix. La percée est survenue près de 3 mois après le début de notre thérapie, lors d'une séance axée spécifiquement sur mon expérience d'avoir grandi en tant qu'enfant le moins favorisé. Le docteur Marshall m'avait demandé de partager des souvenirs spécifiques qui illustraient la disparité de traitement. Avec ses conseils, j'ai décrit plusieurs moments clés de mon enfance et de mon début de vie d'adulte, parlant non pas sur le ton de l'accusation, mais dans un effort sincère d'aider mes parents à comprendre l'impact cumulatif de leurs choix. J'ai raconté le récital de piano manqué quand j'avais 9 ans, le discours de major de promotion où ils avaient rapidement changé de sujet pour parler d'Aaron, la remise de diplôme de droit qu'ils avaient manqué pour son match de baseball récréatif, et enfin leur refus de m'aider pendant mon divorce tout en continuant de financer ses entreprises ratées. Pendant que je parlais, j'ai vu le visage de ma mère se décomposer avec une reconnaissance que je n'avais jamais vue auparavant. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence dans la pièce. Je n'en avais aucune idée, a-t-elle finalement murmuré, les larmes coulant sur son visage. Je n'ai jamais vu les choses sous cet angle. Je pensais que tu étais la forte, l'indépendante qui n'avait pas besoin de nous comme Aaron. Mon père était assis, raide sur sa chaise, la mâchoire serrée, mais je pouvais voir le conflit dans ses yeux, le début d'une prise de conscience inconfortable avec des décennies de choix. Dans les séances qui ont suivi, nous avons commencé le processus douloureux de reconstruction de notre relation sur des bases plus honnêtes. Il y a eu des revers et des moments difficiles. Mon père est sorti en claquant la porte d'une séance particulièrement difficile lorsque le docteur Marshall l'a pressé sur ses attentes différentes pour son fils et sa fille. Aaron a manqué plusieurs rendez-vous lorsque la discussion est devenue trop personnellement confrontante. Pourtant, lentement, progressivement, le changement a commencé à prendre racine. Ma mère m'a appelé directement, non pas pour discuter d'Aaron, mais pour me poser des questions sur mon travail, ma relation avec Michael, ma vie à Chicago. Mon père, après des semaines de résistance, a finalement craqué lors d'une séance en tête-à-tête avec le docteur Marshall. Lors de notre réunion de famille suivante, il s'est adressé directement à moi, les larmes aux yeux. J'ai eu tort, Nathalie, dit-il, sa voix instable. Je me disais que j'étais un bon père parce que je subvenais à tes besoins matériels, parce que je te poussais à exceller. Mais j'ai échoué à te donner ce que chaque enfant mérite, un amour et un soutien inconditionnel. Je t'ai laissé tomber et j'en suis profondément désolé. Les excuses n'étaient pas une solution magique à des décennies de blessures, mais c'était un début, une fondation sur laquelle nous pourrions construire quelque chose de nouveau si nous le choisissions. 6 mois après l'arrestation d'Aaron, Michael m'a demandé en mariage lors d'un week-end au lac Léman. Quand j'ai appelé pour annoncer la nouvelle à mes parents,
ma mère a posé des questions réfléchies sur nos projets et a proposé d'aider de la manière que nous souhaitions, sans tenter de prendre le contrôle. Mon père a exprimé un bonheur sincère et, pour la première fois de ma mémoire, une fierté en moi qui n'était ni comparée ni éclipsée par Aaron. Nous avons prévu un petit mariage pour le printemps suivant. Tout au long de la planification, mes parents ont respecté nos choix et ont contribué financièrement sans condition. Le jour J, mon père m'a conduite à l'hôtel, les larmes aux yeux. Pendant son toast à la réception, il a prononcé des mots que j'avais attendu toute une vie d'entendre. Nathalie a toujours été extraordinaire, dit-il en me regardant droit dans les yeux. Son intelligence, sa détermination, sa capacité de pardon et de croissance m'ont rendu humble. Je suis plus fier d'être son père que les mots ne peuvent l'exprimer. Aaron a assisté au mariage avec sa nouvelle petite amie, une femme équilibrée et directe qui semblait attendre de lui une responsabilité que ses partenaires précédentes n'avaient pas eue. Notre relation est restée compliquée, mais la thérapie nous avait aidés à commencer à nous voir comme des adultes plutôt que comme des concurrents pour l'attention et les ressources parentales. Le chemin de la guérison de notre famille n'a été ni rapide ni facile. Il y a eu des conversations difficiles, des reconnaissances douloureuses et des moments de retour aux anciens schémas. Pourtant, la fondation honnête que nous avons construite a permis quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, une relation avec mes parents basée sur le respect mutuel plutôt que sur la performance et la recherche d'approbation. Je ne mesure plus ma valeur à leur validation. La confiance et le respect de soi que j'ai si durement acquis sont devenus une partie intégrante de qui je suis, indépendamment de l'affirmation extérieure. Et paradoxalement, ce n'est que lorsque j'ai cessé de chercher désespérément leur approbation qu'une relation plus saine est devenue possible. Si vous vous êtes déjà senti comme l'enfant le moins favorisé, si vous avez passé des années à essayer de mériter un amour qui aurait dû vous être donné sans condition, je veux que vous sachiez que votre valeur n'est pas déterminée par l'incapacité de quelqu'un d'autre à vous apprécier à votre juste valeur. La guérison commence lorsque vous reconnaissez que le problème n'a jamais été vous. Avez-vous vécu le favoritisme dans votre famille? Comment l'avez-vous géré? Veuillez partager vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, abonnez-vous pour entendre d'autres parcours sur l'établissement de limites et la découverte de l'estime de soi. Rappelez-vous, parfois la famille la plus importante que nous ayons est celle que nous choisissons pour nous-mêmes. Merci de votre écoute et je vous souhaite du courage sur votre propre chemin de guérison.